Alors bonjour, je suis France Capuano, je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal. Je suis titulaire de la chaire de recherche Robert Chatoyane sur la prévention de la violence et du décrochage scolaire. Je suis ici à la demande de Georges Taraboulsi pour vous présenter le programme FLOPI. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est l'origine. FLOPI, c'est un programme de prévention de la violence et du décrochage scolaire qui est implanté dans les maternelles du Québec, dont à Québec. Québec connaît bien le programme FLOPI depuis sa création en 1990. D'ailleurs, FLOPI a été expérimenté pour la première fois à Québec en 90 et c'est moi qui avais donné la formation il y a de ça 28 ans. Donc, je suis juste un petit peu plus âgée qu'à l'époque. Donc, je vais vous présenter son origine, le cadre théorique de ce programme-là, le contenu. C'est un programme qui a fait l'objet d'une évaluation longitudinale. Donc, on a débuté une évaluation en 2002 et à l'heure actuelle, les enfants, là, ils sont à l'université puis on les suit encore. Alors, je vais vous présenter les résultats à long terme. Nos pistes de recherche futures et les pistes de solutions là, pour les gens de la pratique puis les conclusions. Il n'y a pas beaucoup de monde, on peut m'arrêter s'il y a des questions en cours de route, ça me ferait plaisir d'y répondre. Alors, FLOPI, c'est le nom d'un petit chien, c'est une marionnette chien qui est toute simple, mais que les enfants à la maternelle, c'est vraiment, là, ils adorent FLOPI. Ça fait quand même depuis 90, donc c'est un des plus vieux programmes qui existent. Souvent, les programmes roulent. C'est un programme qui est encore en demande. Et les enfants vont beaucoup se confier aux marionnettes. Donc, on a, juste à titre d'exemple, cette année, à Québec, il y avait une psychoéducatrice qui a fait, je pense que dans 10 groupes, a fait à peu près 7 signalements à la protection de la jeunesse pour des dénonciations des choses, des enfants qui étaient frappés, qui étaient battus à la maison, puis qui en parlaient aux petits chiens. Donc, pour vous, là, ça peut paraître très simple, cette marionnette-là, mais les enfants, eux, ils vont... En fait, pourquoi on utilise des marionnettes dans le programme FLOPI? Alors, vous avez tous les petits personnages. C'est que les enfants vont s'attacher rapidement là, à la marionnette et aux marionnettes. Ce qu'on espère, c'est que le sentiment d'attachement soit assez fort pour que les enfants aient le goût de reproduire ce que FLOPI leur enseigne. Alors, c'est le but de l'utilisation des marionnettes, même si parfois les enseignants ou les intervenants aiment moins utiliser ce médium-là. Les enfants, eux, c'est un médium, même en 2018, qu'on a décidé de maintenir là, lors de la révision du programme en 2015 parce que les enfants les aiment beaucoup. Donc, c'est un programme né en 1990 suite à une étude importante de Richard Tremblay, Franck Vitaro de l'Université de Montréal. Alors, dans les années 80, vous allez comprendre pourquoi je vous présente ces résultats de recherche, parce que FLOPI découle entièrement de ce programme-là, qui a des effets à long terme sur la prévention de la violence et du décrochage scolaire. Donc, à l'époque, au début des années 80, Richard Tremblay s'intéressait beaucoup à la violence chez les hommes incarcérés. Donc, on est loin des enfants de la maternelle. Et il constatait à cette époque-là qu'en regardant les dossiers de ces hommes-là, la plupart d'entre eux présentaient déjà à la maternelle des comportements d'agression. Et l'inverse, à l'époque, c'était aussi connu que ce n'était pas tous les petits garçons agressifs de la maternelle qui devenaient des hommes violents. Alors, à partir, en 83, là, il a sélectionné 1000 garçons de milieux très défavorisés sur l'île de Montréal et il les a suivis jusqu'à l'âge de 30 ans. Oups. Alors, donc, cette étude-là, elle est connue sur le plan international et on a pu, avec cette étude-là, tracer certaines trajectoires que les garçons empruntent pour se rendre vers emprunter le chemin de la délinquance ou de la criminalité. Je parle des garçons milieu défavorisés parce qu'il faut se rapporter, dans les années 80, on ne parlait pas beaucoup de l'agression chez les filles. On a commencé à en parler davantage dans les années 90, alors que maintenant, les programmes de prévention de la violence intègrent autant les garçons que les filles, même si les garçons sont plus représentés dans ces programmes-là. Pourquoi? Parce que les connaissances actuelles nous montrent bien que les filles qui sont agressives à la maternelle, elles ont une trajectoire développementale qui n'est pas très intéressante, c'est-à-dire qu'elles ont des conflits dès leur entrée à l'école. Elles vont maintenir ces conflits-là avec les pères, avec les enseignants.
Et au deuxième, troisième cycle du primaire, elles ont généralement très faible estime d'elles-mêmes. Et à l'adolescence, elles vont aller pour masquer un peu les émotions qui sont liées à l'estime de soi qui est faible. Elles vont emprunter soit le chemin de la toxicomanie ou elles vont aller vers les relations amoureuses et les grossesses à l'adolescence. Et ça revient vraiment aux données initiales de Richard Tremblay qui montrent que les garçons les plus à risque, ils viennent d'un environnement de jeunes mères, donc avant l'âge de 20 ans. Et, les mères ont donné naissance à ces garçons-là avant l'âge de 20 ans, donc peu scolarisés, très isolés socialement et pauvres. Alors, c'est un peu le cercle, le cycle qui revient. Donc, maintenant, on utilise, là, on intègre autant les petites filles que les garçons dans ces programmes de prévention. Donc, l'étude de Montréal, ils ont à l'intérieur de ces 1000 garçons-là identifié une centaine de garçons agressifs selon l'évaluation de leur enseignante là, à la maternelle. Et en deuxième et troisième année, ils ont expérimenté une intervention sur 2 ans. Et cette intervention-là, sur 2 ans, était basée à l'école sur le développement des habiletés sociales, résolution de problèmes puis autocontrôle. Tous des dimensions qui sont reconnues comme des facteurs de protection pour les enfants qui ont des comportements perturbateurs. Donc, on a enseigné à ces enfants-là ces stratégies-là sur 2 ans et on a fait un programme auprès de leurs parents, c'est-à-dire qu'on est allé à domicile et on a en fait plus ou moins entraîné les parents à bien identifier ce qui se passe avant les crises, les problèmes de comportement et soutenir les parents à modifier leur pratique parentale qui était peut-être associée à ces problèmes-là ou à mieux encadrer ou mieux gérer les problèmes de comportement de leur enfant. Ce qui est important dans cette étude-là, c'est que sur 2 ans, la moyenne de visites familiales était à 17,4 visites. Avec un écart type très important, il y a des familles qui ont reçu jusqu'à 46 visites familiales. Ce que le milieu actuellement, vous allez voir, là, ce que les gens font là, dans la réalité, on n'atteint pas 17 visites sur 2 ans. Et on a donné du soutien aux enseignantes de ces garçons-là selon les besoins. Donc, ce n'est pas une composante qui a été beaucoup développée dans l'étude de Montréal. Et donc, on est intervenu sur 2 ans. Puis en 1989, les garçons traités, comparativement aux garçons non traités, étaient en 6e année, présentaient moins de comportements perturbateurs, 60% moins de problèmes de comportement que les garçons non traités, qui avaient les mêmes problèmes, moins de redoublement, puis moins de placement en classe spécialisée. À cette époque-là, c'était des résultats extrêmement importants qui ont fait le tour du monde, là. Et à ce moment-là, Richard Tremblay se disait, est-ce que ces effets positifs à moyen terme vont se maintenir dans la transition vers le secondaire puis à l'adolescence? Il y a eu des résultats positifs, d'autres moins, mais en général, quand même, des résultats assez intéressants. Réduction des problèmes de comportement à l'adolescence, moins de diagnostic de troubles de la conduite, qui est quand même assez grave. Freinage du décrochage scolaire à 17 ans. Pourquoi freinage? C'est que les garçons à 17 ans, les garçons traités, qui devraient en principe obtenir leur diplôme de secondaire 5 à 17 ans, l'obtiennent pas davantage que les garçons non traités, mais ils sont encore à l'école. Donc, ils ne traînent pas dans les rues. C'est une bonne chose. Par contre, à 24 ans, ils ont davantage leur diplôme de secondaire 5. C'est-à-dire qu'ils retournent pour aller chercher leur diplôme et ça, on sait que c'est associé à de meilleures conditions de vie. Alors, l'étude de Montréal est une étude d'efficacité faite dans les meilleures conditions avec les personnes les mieux formées, supervisées, et on a des effets à long terme de ce programme-là. Donc, les conditions qui ont été expérimentées dans l'étude de Montréal, c'est extrêmement important toujours de se rappeler dans quel contexte les résultats très positifs ont été obtenus. Donc, en 1989, quand les résultats à moyen terme sont sortis à la fin du primaire, Richard Tremblay m'a demandé d'adapter son programme pour le débuter au moment même où on dépiste les enfants, là, soit à la maternelle, donc au moment où les enfants ont 5 ans. C'est là qu'est né le programme Floppy, donc en 90. Donc, Montréal
En fait, là, on a 3 programmes à l'heure actuelle au plan international qui ont fait leurs preuves, qui sont soit des pratiques exemplaires ou des pratiques prometteuses. On a ces années incroyables, peut-être que vous connaissez, de Caroline Webster Stratton et Fast Track. Fast Track est un programme plus récent des années 90. Ces années incroyables, c'est un programme exemplaire, c'est-à-dire qu'il y a des effets à long terme et ça a été reproduit par des équipes indépendantes à celles de Webster Stratton. Donc, tous ces programmes-là, l'étude de Montréal, Fast Track et Incredible Years, se sont tous inter-influencés pour développer les meilleures pratiques là, à travers le monde en prévention de la violence et du décrochage scolaire. Au Québec, ce qu'on a comme programme qui ressemble, qui découle et qui a aussi influencé ces programmes-là, on a le programme Floppy, qui est basé sur ces études-là. Et il y a le programme de Nadia Desbiens de l'Université de Montréal, qui est le programme L'Allier, qui va toucher plus les enfants du 2e et 3e cycle du primaire, qui a fait l'objet d'évaluation. Donc, ces programmes-là ont fait l'objet d'évaluation aussi. Qu'est-ce que c'est Floppy? D'abord, en 90, il y a eu la CSDM, la Commission scolaire de l'île de Montréal, qui a demandé à Richard Tremblay de développer, d'adapter son programme pour le débuter avec les enfants de la maternelle. Et à ce moment-là, c'est quelque chose d'assez rare qu'on voit. On est parti d'une étude d'efficacité et à la demande des milieux, on a implanté Floppy. Et là, il fallait l'adapter parce que d'abord, Floppy s'était fait, pas Floppy, mais le programme de Montréal s'était fait par des psychoéducateurs, travailleurs sociaux, psychologues, qui retiraient un enfant agressif de la classe et qu'il pairait avec 3 enfants compétents, puis on faisait les habiletés d'entraînement aux habiletés sociales à l'extérieur de la classe. Donc, à la CSDM, on n'avait pas ces ressources-là pour sortir les enfants nécessairement de la classe. Et c'est là qu'on a adapté le programme et on a commencé d'abord à la maternelle. On a inclus les filles et on a fait une composante universelle. C'est-à-dire que, contrairement au programme de Montréal, où ça se faisait à l'extérieur de la classe, maintenant, Floppy, c'est que tous les enfants où il y a un enfant en difficulté dans la classe vont aussi participer au volet universel. Ils vont recevoir le programme de développement des habiletés sociales. Puis, c'est intéressant parce que tout le monde, on parle le même langage dans la classe. Et il y a des volets ciblés, c'est-à-dire que là, les enfants qui ont à la maternelle des comportements perturbateurs à l'école et à la maison, on va cibler ces enfants-là en priorité et on va offrir le volet familial aux parents. Donc, on va à domicile comme dans l'étude de Montréal et ça, c'est une partie plus ciblée. Ce ne sont que les enfants qui ont des comportements perturbateurs à l'école et à la maison en général. Donc ici, le volet universel en classe qu'on a évalué en 2002 parce qu'il y a des modifications maintenant qui ont été faites. On est centré sur le développement des habiletés sociales, tout ce qui est reconnaissance, expression des émotions, gestion des émotions, résolution de problèmes. On va travailler avec les tout-petits de maternelle à ce qu'ils puissent reconnaître, par exemple, être capable de s'approcher, avoir des prises de contact adéquates, aussi être capable de reconnaître qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux quand ils sont fâchés, quand il y a de la peine. C'est quelque chose qu'on attend dès le préscolaire, mais que bien souvent des adultes ou des enfants qui ont des difficultés ont des problèmes à identifier ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Puis une fois qu'ils peuvent reconnaître ce qui se passe, bien, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, quand on a de la peine ou quand on est en colère? Donc, on va trouver des stratégies avec les enfants pour qu'ils soient en mesure de gérer leurs émotions. Tout le processus de résolution de problèmes est travaillé avec les marionnettes. Donc, Floppy a beaucoup d'amis, puis les petites marionnettes ont toujours des problèmes, puis ils vont venir en parler à Floppy. Alors, il y a des petites mises en situation, et Floppy, naturellement, va les écouter, mais il ne sait pas vraiment quoi faire. Il va demander aux enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez compris? Puis qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc, c'est vraiment à travers les situations avec les marionnettes qu'on va travailler la résolution de problèmes. Donc, il y a 15 ateliers, et puis les enseignantes, on va leur demander de renforcer
ce qu'ils ont appris dans les ateliers lors des situations naturelles. Donc, s'ils ont appris à prendre contact, bien, quand ils le font correctement, l'enseignante devrait renforcer. Puis s'ils ne le font pas correctement, elle va créer une situation d'apprentissage pour renforcer à travers les situations naturelles ce qu'ils ont appris dans les ateliers. Les rencontres à domicile, on a choisi des rencontres à domicile pour être en mesure de rejoindre les parents. Donc, dans les bonnes pratiques que je vous ai présentées tantôt, il y en a qui vont maintenir les rencontres à domicile, d'autres qui vont faire des rencontres de groupe. Dans les deux cas, il y a des pour, il y a des contre. Le défi majeur, c'est de rejoindre les familles qui en ont besoin. Alors, des fois, dans des périodes de compression budgétaire, on va aller vers les rencontres de groupe, alors que les rencontres de groupe, ça prend énormément de stratégie pour mobiliser puis aller chercher les gens avec qui on veut vraiment travailler. Dans Floppy, donc, on a des rencontres à domicile où on est centré sur 3 objectifs. D'abord, on veut évaluer avec la famille s'il y a des stress importants dans la famille qui font que le parent ou les parents sont moins disponibles pour l'enfant. Et souvent, les problèmes de comportement vont s'expliquer par le manque de disponibilité. On travaille aussi les habiletés parentales. C'est reconnu dans les recherches que les enfants qui ont des problèmes de comportement proviennent de familles où il peut y avoir des pratiques parentales qui ont certaines caractéristiques. Donc, on va aborder ces problématiques-là dans les familles. Et on va travailler aussi la relation parent-enfant pour s'assurer qu'il y a un lien positif, il y a des moments de plaisir dans la famille pour aussi travailler l'encadrement parental. Donc, ce que le programme propose, c'est 20 rencontres, mais dans la réalité, c'est très rare qu'on arrive à faire 20 rencontres dans une année. La moyenne est autour de 8 rencontres familiales. Et vous allez voir tantôt, quand on a évalué le programme à Laval, la moyenne était autour de 5. Donc, voyez-vous la réduction importante, comme c'est toujours le cas quand on part des études d'efficacité qui sont faites dans les meilleures conditions puis qui donnent des résultats très intéressants sur du long terme. Quand on arrive dans la pratique avec les contraintes des ressources humaines puis des ressources financières, puis la qualité de ce qu'on donne aux intervenants en termes de formation, de supervision, bien, on voit une réduction importante de l'intensité du volet familial. Rappelez-vous que dans l'étude de Montréal, c'était une moyenne de 17 visites sur 2 ans avec des écarts types importants, là, avec des familles qui avaient reçu jusqu'à 46 visites. OK? Donc, aussi, au niveau des enseignants, on va offrir un soutien aux enseignants qui ont des élèves en difficulté, là, soit pour aller observer en classe, voir pourquoi l'enfant a ce type de problème-là et qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies d'intervention, des objectifs d'intervention pour aider l'enfant à mieux s'intégrer. Donc, il y a eu une diffusion importante du programme Floppy là, depuis 1990. On pense qu'il y a au moins, si on est conservateur, 200 000 enfants qui ont été exposés. On a plus de 4 000 enseignantes et intervenantes, beaucoup de psychoéducatrices et de travailleurs sociaux qui ont été formés. Et ça a été, depuis 1990, implanté dans toutes les régions du Québec. Les régions, à l'heure actuelle, qui implantent encore beaucoup Floppy, c'est les régions où il y a une alliance entre le réseau de l'éducation et celui de la santé et les services sociaux. Parce que le volet familial, c'est le défi le plus important à implanter. Ça coûte cher à implanter le volet familial. Et en fait, comme ici dans la région de Québec, c'est les intervenants du CIUS qui vont dans les classes, qui vont co-animer avec les enseignantes ou qui vont animer le programme. Et c'est aussi ces intervenantes-là qui vont aller à domicile, qui vont faire, ici à Québec, je pense qu'on arrive autour d'une moyenne de 8 visites familiales. Je ne sais pas cette année si on a atteint ça, mais c'est les régions Québec, l'Estrie, Laval, et les Laurentides sont les gens
qui implantent ce modèle-là et qui font que l'intervention familiale est implantée. Ailleurs, au Québec, il y a énormément d'endroits où les gens ne font que le volet universel en classe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le volet familial. Ils ne font que le volet avec les marionnettes. Il y a des modèles depuis les années 90 là, qui se sont développés, mais au début des années 90, on avait un petit peu plus d'argent dans les écoles. C'était les commissions scolaires qui achetaient ce programme-là. Et c'était les intervenants des écoles qui faisaient le volet en classe et qui allaient aussi à domicile. On est tellement loin de ça aujourd'hui. Dans les années 80, au milieu des années 90, il y a eu des compressions budgétaires importantes et presque partout au Québec, le volet familial du programme Floppy est tombé. On n'avait pas de ressources. Et c'est à Québec, ça a toujours été, ce programme-là il a toujours été implanté à partir d'un modèle d'alliance entre le réseau de la santé et l'éducation. Vous avez toujours connu ce modèle-là. Qu'est-ce qui a fait que le volet familial est revenu? C'est les alliances ou ce qui nous a aidés, ce qui a aidé le programme, c'est qu'en 2003, dans les années 2000, l'Institut national de santé publique a reconnu ce programme-là comme un programme prometteur, puis a financé le réseau de la santé pour pouvoir implanter ce programme-là. Et c'est pour ça qu'il y a certaines régions au Québec qui ont pu administrer de nouveau le volet familial du programme. Et à l'heure actuelle, il y a eu des compressions importantes dans les années. Il y a eu des compressions en santé publique. C'est un programme qui est en santé publique. Et là, le volet familial a des défis à relever encore une fois. On essaie de trouver des modèles, mais on est en train de laisser tomber un volet extrêmement important pour arriver aux conclusions de l'étude initiale de Montréal. Oui. Est-ce que vous avez eu la chance de voir quand vous avez eu la chance de pouvoir évaluer oui. les deux cas, si ça fonctionne? Oui. Je vais vous le présenter aujourd'hui. Il y a une différence importante, mais ça va nous amener à autre chose aussi, parce qu'à l'heure actuelle, les gens, quand il y a eu des coupures en santé publique, les gens disaient, est-ce qu'on laisse tomber le volet familial? Québec a décidé, non, on ne laisse pas tomber le volet familial, mais il y a des gens qui nous disent, est-ce qu'on devrait le laisser tomber? On va s'appuyer sur la recherche pour répondre à cette question-là, puis on a des éléments de réponse ici. Juste vous dire aussi que quand même, Floppy, c'était une adaptation de l'étude de Montréal. On aurait dû l'évaluer avant de le diffuser, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Ça s'est diffusé partout à la demande des gens. Et là, on a fait une enquête dans les années 2000 pour voir comment il est appliqué par les gens des milieux, ce programme-là. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits que c'était seulement le volet universel qui est implanté. Dans ces milieux-là, il y a quand même 85% qui appliquent au moins 50% du contenu. C'est une réduction importante quand même, parce que souvent, c'est des enseignantes qui décident, ils ont entendu dire que le programme Floppy, c'était intéressant, que les enfants aimaient ça, on va le faire dans notre classe. Mais ils le font souvent quand ils ont du temps. Bon, Pâques arrive, on laisse tomber. Donc, il y a quand même une réduction. On a délaissé des composantes, puis on délaisse aussi de l'intensité d'intervention. Puis on voyait dans cette enquête-là qu'il y avait seulement 33% des classes où il y avait Floppy, qui avait aussi le volet familial. Et qu'il y avait encore, là, dans le volet familial, il y avait une réduction importante de l'intensité quand c'était implanté. Et suite à cette enquête-là, on a constaté qu'il y avait une grande variabilité dans l'implantation, mais on a travaillé beaucoup avec les milieux qui implantaient Floppy pour travailler à rehausser l'intensité, donc au niveau des composantes, mais aussi au niveau des visites. Alors ici, il y a eu des choses de fait à Québec, ailleurs aussi, pour augmenter la fréquence de visite au moins à une moyenne de 8. On y est arrivé dans plusieurs endroits. Donc, il y a des familles qui ont plus de visites que ça, puis il y en a d'autres qui en ont moins. Donc, après l'enquête sur la diffusion, là, il y a un constat, en fait, deux constats. Premièrement, c'est important, compte tenu de l'intérêt de ce programme-là et puis du choix des milieux pour contrer la violence et le décrochage scolaire, de choisir Floppy. On se dit c'est important d'évaluer l'impact. Est-ce qu'on arrive à réduire la violence et le décrochage scolaire en faisant Floppy? Il y a beaucoup de fonds publics qui ont été aussi
placé dans ce programme-là. Donc, c'était une responsabilité de la part des chercheurs d'évaluer son impact. Et en le comparant au programme Fast Track, ces années incroyables qui, eux, avaient été influencés de l'étude de Montréal, mais qui passaient en avant maintenant, on s'est dit c'est important de le bonifier. On va prolonger sa durée en première année, donc 2 ans d'intervention. Puis on va ajouter des nouvelles composantes, entre autres une composante là, sur le volet AMI, parce qu'on sait que le rejet des pairs, c'est un des meilleurs prédicteurs de problèmes ultérieurs. Puis on sait aussi que dès la maternelle, puis même avant, les enfants qui ont des difficultés de comportement, quand il n'y a rien au plan scolaire ou au plan des apprentissages qui les intéresse, ils ont tendance à décrocher et à aller s'associer avec d'autres enfants en difficulté. Donc, d'où l'importance de développer un volet centré sur le développement des relations d'amitié positives, puis diminuer le rejet des pairs. Et puis, nous sommes allés aussi au niveau des prérequis scolaires. Il y a eu le développement de la forêt de l'alphabet, qui est un programme de prévention des premières difficultés en lecture, qui est implanté maintenant environ dans 42 commissions scolaires du Québec et qui a fait ses preuves pour réduire le nombre de moins bons lecteurs, parce qu'on sait que ça, c'est associé, ces 2 variables-là, les problèmes de comportement, les problèmes en lecture. Et on a aussi développé un programme en mathématiques pour les enfants de 5 ans. Alors, on a donc bonifié le programme en 2002. Donc, un programme sur la lecture, l'apprentissage du code alphabétique, la conscience phonologique, les mathématiques axées sur le nombre et la géométrie. Puis, tout ça à partir de stratégies très ludiques, là, étant donné qu'on est avec des enfants de 5 ans. Ici, j'en ai déjà parlé. Alors maintenant, le programme complet de Floppy à l'heure actuelle, on a vraiment un programme multimodal. Donc, on avait au départ ces 3 dimensions-là. Et maintenant, nous avons ajouté d'autres interventions ciblées. Alors ici, on peut se retrouver avec des gens qui font pas l'intervention familiale, mais ils font le programme en classe sur les habiletés sociales. Ils intègrent le soutien par les pairs, relations d'amitié, et ils font les composantes en mathématiques et en lecture. Alors, on a des gens qui font les 5 aussi. OK? Donc, on a la possibilité dans Floppy d'intervenir sur différentes dimensions. Donc, en 2002, on a fait un partenariat entre l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Et nous avons fait une évaluation d'effectivité à la commission scolaire de Laval. Je voudrais faire vraiment une nuance importante ici. Tantôt, les programmes dont j'ai parlé, Montréal, Fast Track et ces années incroyables, ce sont des études d'efficacité qui ont été faites dans les meilleurs contrôles. Avec les meilleurs contrôles, maintenant, nous sommes allés à Laval faire une étude d'effectivité. C'est-à-dire qu'on veut évaluer l'impact de Floppy, mais avec les contraintes des milieux. Alors, on s'est assis avec les milieux. On a demandé à la commission scolaire de Laval, au C3S à l'époque, à l'agence qui soutenait aussi cette évaluation-là, si on fait l'évaluation d'impact de Floppy, est-ce qu'on peut penser à augmenter votre intensité d'intervention familiale? On n'y arrivait pas. Donc, on s'est engagé dans cette évaluation d'impact-là en sachant que les enfants auraient en moyenne 5 visites à la maternelle dans la famille. Et Laval avait déjà pris une décision de réduire le programme de 15 ateliers à 9 ateliers. Pour toutes sortes de raisons. Eux autres, à Laval, ils se disaient, nous, on va commencer un petit peu plus tard, mais on va prendre le temps d'aller observer les enfants dans la classe. On veut voir comment ils se comportent, bien identifier les enfants. Mais en faisant ça, on réduit l'intensité de l'intervention. Ce sont des choix qui ont été faits à la commission scolaire de Laval et l'équipe de recherche a accepté d'évaluer l'impact de ce programme-là. Mais il faut se rappeler tantôt, quand on va parler des résultats d'impact, que c'est une étude d'effectivité faite avec les contraintes du milieu. Et ces études-là sont aussi importantes que les études d'efficacité qui sont faites dans les meilleurs contrôles. Les études d'efficacité viennent dire aux gens, aux intervenants, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça prend ça pour changer les comportements des enfants. Puis les études d'effectivité, ils viennent nous dire, oui, mais quand les gens l'implantent sur le milieu avec leurs contraintes,
s'ils font ça de cette façon-là, c'est ce que ça donne. Habituellement, les résultats d'études d'effectivité sont moins concluants que ceux des résultats des études d'efficacité, parce que ces gens-là, on essaie de mettre en place les meilleures stratégies. Mais ce que ça fait, les études d'effectivité, c'est que ça vient dire aux gens, mais regardez, quand vous faites ça comme ça, voici les résultats que vous obtenez. Donc, ça enligne aussi les intervenants sur qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait changer. Alors, cette étude-là de Floppy a eu énormément d'impact parce que ça nous a permis de travailler avec les gens du milieu à améliorer puis, le programme, puis essayer de bonifier le programme. Donc, la première évaluation a été faite en 2002 auprès de trois cohortes, 5000 élèves. On a ciblé 320 élèves, 70 de garçons, donc 30 de filles agressives ou perturbatrices, perturbateurs. On avait un devis expérimental avec répartition aléatoire dans différentes conditions de recherche. Et on a pris des mesures à la fin de la maternelle, fin de première et jusqu'à la fin de la 5e année. Et voici. Donc, il y a des enfants, ça revient à votre question tantôt, il y a des enfants qui ont été exposés seulement au volet universel en classe, donc une seule composante du programme. D'autres qui ont été exposés à la version traditionnelle du programme à 3 composantes. Donc, on va en classe, on va dans la famille, puis on soutient l'enseignant. Et on avait aussi une version bonifiée à 5 composantes, c'est-à-dire même chose qu'ici, mais on ajoute les prérequis scolaires puis les relations d'amitié. Donc, ce que je vais appeler ici les rouges, c'est bonifié, original et universel. Et pour complexifier le tout, on a voulu tester l'effet de durée. Est-ce qu'on devrait en faire plus en maternelle ou on devrait en faire moins en maternelle, mais on devrait en faire en première année aussi? Donc, chaque classe ici qui a participé, on avait une vingtaine de classes par condition. On a la moitié qui ont reçu une intervention similaire en première année, puis la moitié qui ont reçu aucune intervention. Donc, on pouvait tester 1 an versus 2 ans. Même chose ici. Ça va? Oui? OK. Et là, on avait des mesures à tous les niveaux. Là, on a évalué le comportement, les connaissances des enfants sur les lettres, les chiffres, tout ça. Les prédicteurs de rendement, lecture, écriture, mathématiques ont été testés. Dimension cognitive, sociale. On a interviewé les enfants, les amis, les enseignants, les mères, les pères. On avait des questionnaires, des entrevues, des observations, de la sociométrie. On a des dossiers officiels, donc les notes des enfants plus tard. Et on a évalué aussi l'implantation, la qualité de l'implantation du programme. Alors ici, au niveau d'avant de vous parler des résultats d'impact, je vous parle des résultats d'implantation, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens ont vraiment fait. Okay? Alors, rappelez-vous, ici, on avait ce que habituellement le Centre de psychoéducation, qui est le promoteur du programme, on a 15 ateliers. Laval, on en a 9. Okay? Et sur les 9, il y a 88 des enfants qui ont été exposés à ces 9-là. Okay? Il y en a 12 qui sont dans l'étude qui n'ont pas été exposés aux 9. On peut dire que par rapport à l'entente qu'on avait prise avec le milieu, les enfants ont été exposés au programme, aux 9 ateliers. Ici, les parents, on a le centre de psychoéducation qui en fait la promotion de 20. Si on était à 12, ça serait vraiment bien. On est à 5-6 à Laval. 66 des enfants qui ont été exposés à 5-6, donc quand même, il y en a qui en ont eu moins que ça. 25 partis, 5 qui n'ont rien eu. Volet amis, là, ça c'est une bonne exposition. Les lettres, mais ici on a 26 lettres dans l'alphabet et en 2002, c'était une grande bataille ça, pour la maternelle. Il y a des conseillers pédagogiques qui étaient contre ces approches-là d'enseigner les lettres, le son des lettres à la maternelle. Maintenant, on est en 2018, on fait ça dans les classes de maternelle. La science a avancé, les connaissances se sont développées, mais à l'époque, il a fallu se battre pas mal avec les gens de la commission scolaire, puis les gens ont accepté, certaines avec les bras croisés, de faire 11 lettres, OK? Et 75
des enfants ont été exposés à ces 11 lettres, quand même 25 %. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui ont accepté de le faire, mais qui ne l'ont pas trop fait parce qu'ils étaient plus ou moins à l'aise avec ça. Mathématiques, c'était un petit peu plus élevé, là, parce qu'il y avait moins ces débats-là du côté de mathématiques. En première année, c'est que les fonds de recherche sont arrivés en même temps. Donc, c'est l'équipe de recherche qui a implanté le programme en première année. Ça a été difficile. Donc, on avait prévu 8 visites en première année. 55 % l'ont été. Et là, on a 28 % qui ont rien, qui ont eu en partie, puis 17 % rien du tout. Vous allez me dire, pourquoi vous les mettez dans l'étude? C'est important de les mettre dans l'étude. C'est tous ceux qu'on avait l'intention de traiter, ils doivent être dans l'étude. Parce qu'ici, vous avez des gens qui sont déménagés, des gens qui ont abandonné. Ils ont des caractéristiques communes habituellement, ces personnes-là, donc on doit les considérer dans l'étude. Donc, ici, là, vous avez la même chose pour les parents. C'est ça, je me suis trompée tantôt, c'est le volet enfant. Puis ici, vous avez le volet parents où il y a une proportion quand même. On peut dire qu'on a eu de la difficulté au niveau de l'implantation du programme en première année. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Premièrement, donc en comparant ces 3 conditions-là à la maternelle, sur les problèmes extériorisés à la toute fin de la maternelle, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Je vais juste dépasser, je vais revenir sur les troubles extériorisés. Donc, les habiletés sociales, fin de la maternelle, vous voyez ici, pour les enseignantes, on voit qu'il y a un effet de condition par sexe. C'est-à-dire que les enseignantes, des filles agressives, on parle juste des filles agressives ici, les filles qui ont été exposées au volet à 5 conditions et celles qui ont été exposées à 3 conditions, là, le traditionnel, elles sont plus habiles socialement selon leurs enseignantes à la fin de la maternelle comparativement aux petites filles qui ont eu que le volet universel. Donc, celles qui ont eu le plus grand nombre de composantes, elles ont plus d'habileté sociale seulement pour les filles. Les enseignantes ne perçoivent pas ça chez les garçons agressifs. Donc, il n'y a pas eu d'impact du programme selon les enseignantes à la fin de la maternelle sur l'augmentation des habiletés sociales. Par contre, les parents, eux, on a seulement un effet de condition, pas de sexe. C'est-à-dire que les parents des garçons agressifs et des filles agressives, ils considèrent que leur enfant, après avoir fait floppy, ici, ces 2 parents-là, ils considèrent que leur enfant qui avait des comportements d'agression, ils sont plus habiles socialement à la fin de la maternelle. Donc, c'est une perception, ils sont plus habiles que ces enfants-là ici, selon la perception des parents. Ça va? Oui. Si je reviens au niveau des troubles extériorisés, des problèmes extériorisés, pour les enseignants encore, on a un effet sexe par condition. Donc, les filles agressives qui ont reçu le plus de composantes, elles sont moins agressives que les filles qui ont reçu qu'une seule composante à la fin de la maternelle. Et les parents aussi. Là, ici, les parents, pour la réduction des problèmes extériorisés, les parents de ces 2 conditions-là voient une réduction des problèmes extériorisés, mais seulement pour les filles agressives, pas pour les garçons agressifs. Et donc, on commence à avoir un modèle de résultat beaucoup plus pour les filles agressives que pour les garçons agressifs. Le rendement scolaire, donc on a fait des tests en lecture. Donc, les enfants qui ont participé au volet bonifié de floppy, là, où ils ont été exposés à volet mathématiques et lecture, ces enfants-là, que ce soit les garçons agressifs ou les filles agressives qui ont participé au volet bonifié, ils connaissent davantage le nom et le son des lettres que les deux autres catégories d'enfants. Donc, autant traditionnel, c'est normal, là, probablement parce qu'ils ont été exposés au programme. Lecture de mots, il n'y a pas d'effet. L'épellation, il y a des enfants qui sont capables d'épeler des mots. Donc, c'est les enfants qui ont été exposés, autant les garçons agressifs que les filles agressives qui ont été exposés au volet bonifié du programme. À la fin de la maternelle, on n'a pas eu d'effet en mathématiques. Ici, on en a en première année. Une des hypothèses, c'est qu'en mathématiques, le chercheur qui a utilisé
ces tests-là étaient plus en approche qualitative, puis nous, on lui a demandé d'évaluer en quantitatif, c'était difficile. Donc, on s'est réajusté en première année, puis on avait des effets. Donc, il se peut, là, il faut retester notre volet mathématique. Maintenant, là, si on regarde les mêmes variables à la fin de la première année, donc pour les problèmes extériorisés, ici, on a juste un effet de condition par sexe, pas de durée. C'est-à-dire que vos filles agressives, que ce soit 1 an ou 2 ans, là, le fait d'avoir eu 5 composantes à la maternelle, donc les 5 composantes, elles sont moins agressives selon les enseignantes que les 2 autres conditions. Et les parents, par contre, qui ont reçu 2 ans d'intervention, eux, ils voient une réduction des problèmes extériorisés autant chez leurs garçons agressifs que chez les filles agressives, dépendamment de qui on utilise. Comme effet, on n'a pas eu d'effet sur les habiletés sociales. Et le rendement scolaire en première année, c'est vraiment des effets pour les filles agressives, rien pour les garçons en fin de première année. Autant sur les mesures directes auprès des enfants que sur les notes au bulletin. Donc, les filles agressives réagissent bien au programme. Donc, ici, là, j'ai fait un petit résumé, là, mais donc, ce qu'il faut se rappeler en évaluant, en regardant les résultats, c'est qu'il faut regarder les résultats en fonction de l'implantation. C'est une implantation qui est partielle par rapport à ce que le concepteur du programme propose, mais si on se compare aussi aux autres programmes, mais on a un patron de résultats beaucoup plus important pour les filles agressives. 2 choses là-dedans. Quand on a présenté ces résultats-là, puis aussi autre chose, c'est que les effets s'estompent entre la 2e et la 5e année. Okay? Donc, on a un effet à court terme sur les filles quand on en fait beaucoup, en tout cas quand on en fait plus que moins. Ce qu'on a regardé, on a comparé nos filles agressives puis nos garçons agressifs à ce moment-là, à la maternelle. Ce qu'on voit, c'est que nos filles agressives, elles sont déjà plus habiles socialement que nos garçons agressifs, puis elles ont de meilleures habiletés de communication au point de départ. Ça, c'est vrai aussi dans d'autres conditions, dans d'autres recherches. Donc, probablement qu'elles profitent davantage d'un programme comme celui-là parce qu'elles ont déjà un pas d'avance sur les garçons. Aussi, quand on a questionné les parents des filles agressives et ceux des garçons agressifs, les parents des filles agressives se disaient beaucoup plus inquiets de l'agression de leurs filles que les parents étaient inquiets de l'agression de leurs garçons. Okay? Donc, probablement que ces parents-là sont peut-être plus mobilisés par rapport à l'intervention. Mais nous, il y a une chose importante quand on a eu ces résultats-là. Bien, la première chose, il ne faut pas banaliser les résultats positifs pour les filles. Parce que les gens étaient déçus. Oui, mais on touche les filles, au moins c'est une bonne chose. Parce que la trajectoire des filles n'est pas très reluisante non plus, des filles agressives. Mais pourquoi on ne touche pas les garçons agressifs alors que dans les autres études, avec des interventions similaires, on arrive à des conclusions? Pour nous, une des choses importantes, c'est l'intensité. Si on se compare à... Je pense que ça va... C'est beaucoup plus loin que je l'amène, mais j'aurais aimé en parler tout de suite. Je vais vous en parler tout de suite, puis on y reviendra plus tard sur l'acétate, vous allez voir. Quand on compare les autres programmes qui ont eu des effets sur les garçons à floppy, autant dans l'étude de Montréal, ces années incroyables et Fast Track, une des choses qui nous distingue, ce n'est pas le contenu des interventions, on est assez similaires, c'est l'intensité. Donc, vous allez voir, il y a un tableau un peu plus tard, là, mais l'intervention familiale, on est à 5-6 dans floppy, alors qu'on est au-dessus de 12 dans la plupart des autres programmes. Et il y a des études qui montrent qu'il y a une différence quand on fait 10 à 12 visites, et plus il y a une différence entre les familles qui reçoivent 10 à 12 visites, ceux qui en reçoivent moins de 10. Alors ça, c'est un élément important qu'il faut considérer par rapport à ces résultats-là. Il se peut que les garçons aient besoin
de plus d'intensité pour modifier leurs problèmes de comportement. Et ce qui nous amène à penser ça, c'est quand on regarde la forêt de l'alphabet, qui est le programme en lecture-écriture qu'on a utilisé dans Floppy, il a été aussi évalué de façon indépendante avec 26 lettres. Vous vous souvenez, il y en avait seulement 11 ici. Quand on fait les 26 lettres, on a des impacts autant chez les garçons que chez les filles. Et nous, dans notre étude, les filles réagissent mieux, les filles agressives, mais elles réagissent mieux quand elles en ont plus. Alors, il y a beaucoup d'appui au fait que l'intensité peut avoir nui au résultat d'impact du programme. Donc, ça, c'est les effets plus à moyen terme, je vous dirais. On a quand même poussé plus loin en allant voir à long terme, est-ce qu'on aurait plus de résultats? Alors, il y a très peu de programmes au Québec qui ont fait l'objet d'une évaluation sur 10 ans. Alors, en 2014, la cohorte 1 de Floppy, qui a été évaluée à la maternelle en 2002, donc en 2014, il était en secondaire 5. Donc, au moment où ils devaient recevoir leur diplôme de secondaire 5, on va voir qu'est-ce qu'on a. Donc, on a évalué l'impact du programme Floppy à la fin du secondaire sur différentes dimensions, l'académique, le comportement, la santé mentale, examiner les médiateurs, les modérateurs. Donc, est-ce que le programme est meilleur avec des enfants qui ont moins d'agression au point de départ? Est-ce que il y a certaines variables familiales qui font que les enfants réagiraient mieux au programme, tout ça. Donc, on a regardé plein de choses. Donc, quand on a reçu les subventions, les gens nous demandaient, est-ce que vous allez être capable de repérer, retracer vos enfants? Alors, sur les 320 recrutés en maternelle et 250 qui ont été évalués en 5e année, on a été capable d'aller chercher en secondaire 5, ce qui est excellent. Là. Vous voyez ici, là, on a 75 enfants de la cohorte 1, 114 et 64. Donc, on a 253 enfants sur 320 qu'on a été capable d'évaluer en secondaire 5, c'est-à-dire 80 de nos enfants. Ça, c'est vraiment un succès. Et puis, on a fait des visites à domicile au printemps du secondaire 5. Donc, on a demandé aux élèves de compléter des entrevues, des questionnaires et on a interviewé les élèves, on leur a fait compléter des questionnaires, les parents la même chose. Et sur toutes sortes de choses. On a mesuré plein de variables scolaires, santé mentale, comportement, puis relations interpersonnelles. Donc, il y avait toutes sortes de questionnaires et d'entrevues. Même chose pour les parents, là, donc des renseignements sociodémographiques, scolaires, comportement, relations interpersonnelles, donc avec la perception des parents et la perception des enfants eux-mêmes. On a comparé les groupes contrôle et intervention à 17 ans, en contrôlant pour le pré-test à la maternelle. Et on n'a aucune différence entre les deux groupes, malheureusement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, avec les examens qu'on a faits, les tests qu'on a faits, il ne semble pas y avoir d'effet bénéfique à long terme du programme Floppy. Rappelez-vous que c'est une étude d'effectivité qui est faite avec les contraintes du milieu, avec une réduction importante de l'intensité de l'intervention. Ces résultats-là, ils nous amènent à réfléchir. Est-ce que, naturellement, il faut voir, est-ce que c'est les contenus de Floppy? Est-ce que c'est l'intensité? Est-ce que c'est la qualité de la formation, des supervisions? Est-ce que les gens qui font ce programme-là sont bien soutenus pour le faire? Est-ce qu'ils ont les conditions pour le faire? Et je vous ai dit qu'il y a peu d'études au Québec qui ont fait l'objet d'une évaluation d'effectivité sur du long terme. On est une des rares à l'avoir fait. Et là, il y a des gens qui nous disent, ben là, Floppy, ça ne donne rien sur du long terme, on devrait mettre ça à la poubelle puis faire autre chose. C'est, à mon point de vue, une erreur dans le sens où on doit continuer à bonifier et à améliorer le programme puis à se comparer puis à revoir nos modèles d'implantation du programme. Alors, c'est ce qu'on fait présentement. Alors, les forces de l'étude sur du long terme, là, on avait quand même un devis randomisé, donc aléatoire.
Un suivi sur 12 ans avec 80% de maintien. On avait des instruments validés, des sources multiples. On n'a pas pu faire les différences filles-garçons. On n'a pas d'informations entre la 5e année et le secondaire 5. Et on a l'évaluation du PF dans une région spécifique, qui ont fait des choix. Fait que c'est difficile de généraliser, par exemple, de Laval, comment ils l'ont fait à Québec, qu'ils font différemment. Les conclusions, c'est que c'est une étude d'effectivité avec une faible implantation du PF, l'intensité plus faible que les autres programmes similaires. Donc, il est ici mon programme que je voulais vous présenter tantôt. Regardez ici, c'est vraiment important. Du côté des parents, là, vous voyez les 3 études qui ont des résultats à long terme sur la prévention de la violence et du décrochage qui sont faits dans les meilleures conditions. Vous avez l'étude de Montréal, 17 visites sur 2 ans, 14 sur 1 an pour Webster Stratton, qui sont des rencontres de groupe, 22 dans Fast Track, qui combinent des rencontres de groupe et des rencontres individuelles. Fast Track est le programme de prévention de la violence qui est le plus récent. Il a commencé dans les années 90 et eux, ils innovent beaucoup en combinant universel et ciblé, donc des rencontres individuelles et de groupe. Puis ces années incroyables a innové beaucoup en utilisant des vidéos à présenter aux parents sur, en présentant différentes situations qui peuvent se produire à domicile avec un enfant de 5 ans et qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce que les parents peuvent faire. Donc, c'était animé en groupe et ça, c'était très innovant. Et l'innovation aussi de Webster Stratton, je vais vous en reparler tantôt, là, elle est quand même évaluée de façon individuelle, chacune de ses composantes. Donc, vous voyez l'intensité ici, on arrive floppy CPEQ, on est comparable aux autres avec 20 rencontres qui est proposée, en sachant que ce n'est pas réaliste dans le milieu à l'heure actuelle, mais on pense que d'avoir 12 visites, c'est quand même réalisable et on aurait une belle intensité à la maternelle quand même. Et quand on a fait l'évaluation de floppy à Laval, on avait une moyenne de 8 visites sur 2 ans. C'est quand même là, une réduction importante. Et du côté des enfants, on en a 19, 30 dans ces années incroyables, 2 à 3 par semaine dans Fast Track et 15 qui est recommandé au CPEQ avec une réduction à 9 quand on a fait l'évaluation à Laval. Donc, une des conclusions importantes qu'on a fait, l'équipe de recherche aux gestionnaires, c'est qu'il faut augmenter l'intensité de l'intervention. Donc, nos filles perturbatrices qui ont bénéficié de l'intervention sont celles qui ont reçu le plus de composantes du programme. Les parents des garçons et des filles qui ont reçu 2 années d'intervention et plus de composantes rapportent moins de problèmes. Donc, ce sont des appuis à rehausser l'intensité. Et l'étude de la forêt là, qui démontre qu'en utilisant les 26 lettres, on a autant de résultats pour les garçons que pour les filles. Les pistes de solutions sur lesquelles on a travaillé depuis les résultats autant à moyen terme qu'à long terme. Là. Première piste de solution, c'est resserrer l'implantation du PF. Comme c'est un programme en santé publique, les gestionnaires, les écoles demandent au réseau de la santé d'avoir le programme Floppy. Donc, on a tendance à réduire l'intensité pour en offrir à plus de gens. Ça, c'est des choses qu'il faut se re-questionner. Puis avec le temps, on s'est rendu compte, entre autres à Québec, que c'est un programme qui visait d'abord les écoles d'indices de défavorisation 8, 9, 10. Et là, il y a des écoles qui ont du 1, 2, 3, peut-être pas 1, là, mais on a vu 3, 5 qui ont le programme Floppy, mais c'est pas mauvais en soi s'ils font le programme d'habileté sociale. Mais si notre cible, c'est vraiment la réduction des problèmes de comportement et la réduction du décrochage scolaire chez des enfants qui, dès la maternelle, présentent des problèmes de comportement, si c'est vraiment ça notre cible en choisissant Floppy, bien, en l'offrant avec plus d'intensité à moins de jeunes, on a des chances d'avoir plus d'impact sur les enfants. Donc, il faut aussi augmenter l'intensité. L'intensité, ce n'est pas juste le nombre d'interventions, mais les composantes en raison de nos résultats. Là. La qualité des interventions, la formation.
il faut s'assurer que les gens qu'on choisit pour faire le programme, il y a des intervenants au Québec qui détiennent des postes floppy. Ils appellent ça des postes floppy. Ils ont un 3 jours semaine et leur travail, c'est de faire floppy pendant 3 jours. Il y a des intervenants qui aiment ça, puis il y a des intervenants qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui ont 4 jours semaine, puis dans leur poste de 4 jours semaine, ils ont une journée consacrée à floppy. Mais là, c'est difficile de faire floppy une journée quand tu as un caseload très lourd. Donc, si on est en train de revoir ça avec les gestionnaires, c'est quoi les meilleures conditions pour que les intervenants puissent investir, prendre les intervenants qui aiment le plus ces approches-là. Il y a des intervenants qui ne sont pas à l'aise dans ce genre de programme-là. Et il faut s'assurer que les gens sont bien formés, bien soutenus pour réaliser le programme. Que ce soit floppy ou autre programme, c'est toujours la même chose de toute façon. Nous avons aussi en 2015 révisé complètement le volet universel du programme floppy en se comparant aux autres programmes de prévention de la violence. Par exemple, j'ai fait la révision du programme floppy du volet universel, vraiment en vérifiant là, les 5 catégories d'habileté sociale, d'habileté socio-affective qui sont associées à la préparation par la réussite scolaire. J'ai regardé si le contenu qu'on avait dans Floppy, il incluait toutes ces catégories-là. Alors, on a fait un nouveau manuel qui est beaucoup plus directif à l'endroit des enseignants, des intervenants. On va diriger davantage les intervenants. Le cadre théorique a été inclus, un guide pour améliorer le climat de classe. Il y a des gens, des fois, qui vont faire Floppy, mais le climat de classe, il y a plein de problèmes de comportement. Fait qu'on peut pas... Votre programme est censé améliorer le climat de classe, mais si à la base, le climat de classe est détérioré, c'est très difficile d'implanter un programme comme ça. Les enfants n'écoutent pas. On a inclus des éléments clés pour l'animation. Il y a des thèmes qui ont été ajoutés en lien avec les habiletés socio-affectives qui sont reconnues comme étant associées à la préparation et à la réussite. Toutes les histoires ont été révisées. Il y a eu l'ajout de nouvelles histoires. Il y a eu l'ajout d'un guide de stimulation des fonctions exécutives qui est présentement en évaluation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Floppy, on travaille l'autorégulation des émotions, du comportement, de l'attention, mais on a ajouté une dimension où on va placer les enfants vraiment dans des situations de mouvement, c'est-à-dire qu'on utilise le yoga, entre autres, pour avoir un impact sur la capacité d'attention des enfants. Puis on sait que les fonctions exécutives sont en pleine émergence autour de l'âge de 4-6 ans. Donc, on pense qu'en stimulant les fonctions exécutives à cet âge précis, on peut avoir un impact sur l'autorégulation des enfants, mais ça reste à démontrer. Il y a des appuis dans la littérature pour le primaire, le secondaire et les adultes, mais un peu moins, en fait, pas beaucoup pour le préscolaire. Fait qu'on va dans ce sens-là, puis on va évaluer, voir si on a un impact chez les enfants. La nouvelle version du programme Floppy, elle est très bien reçu. Les enfants parlent beaucoup, ils aiment, ils continuent à aimer le personnage, tout ça. Puis on travaille vraiment de façon beaucoup plus spécifique qu'avant sur le développement des habiletés sociales avec les enfants. Du côté du volet familial, c'est un défi constant, j'en ai parlé, les coûts associés à l'implantation du volet familial. Ça vous prend des intervenants qui sont prêts à aller à domicile souvent de soir pour travailler avec les familles. Donc, c'est un enjeu dans le réseau aussi. Donc, des fois, il faut créer des postes de soir où, en fait, les gens ne travaillent pas assez de soir pour pouvoir offrir l'intensité. Mais là, il y a des conventions collectives, il y a des postes. Donc, il y a des contraintes reliées à ça. L'intensité requise, on a fait quand même un travail pour l'augmenter. Et il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, surtout l'année passée, quand les contraintes étaient très fortes financières l'an passé, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire moins à la maison et plus à l'école, compte tenu que c'est difficile de rejoindre les familles? À cette question-là, nous, on a 2 réponses. Si on se tourne du côté de la littérature, le programme Ces années incroyables, tous les programmes dont j'ai parlé tantôt, ils utilisent des approches multimodales. On sait que les approches multimodales sont supérieures aux approches unimodales. Dans les années 80, là,
il y avait beaucoup d'approches unimodales, soit qu'on intervenait juste auprès des enfants ou juste auprès des parents. Puis l'étude de Montréal a innové dans les années 80 en abordant les problèmes d'agression par une approche multimodale, en intervenant auprès de plusieurs personnes. Puis on a des meilleurs résultats. Alors, ces années incroyables avec Webster Stratton est la seule étude qui a évalué de façon indépendante chacune de ces composantes. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que pour le meilleur résultat pour réduire les problèmes de comportement, c'est son approche multimodale. Par contre, elle a été capable de me démontrer que c'est le volet familial qui réduit le plus les problèmes de comportement dans la famille. Et c'est le volet sur les habiletés sociales et sur la gestion des comportements perturbateurs qui a le plus d'impact sur la réduction des problèmes à l'école. C'est important, ça, parce que les gens nous demandent aussi, si on laisse tomber le volet familial, est-ce que ça vaut la peine de continuer avec le volet en classe? Bien, sur la base des données de ces années incroyables qui montrent que les programmes d'habileté sociale ont une réduction sur les problèmes de comportement en classe, bien, on devrait continuer ces programmes-là pour avoir un impact, mais on sait par plusieurs études que ce n'est pas suffisant. Pour avoir un impact auprès des enfants qui ont des problèmes plus coriaces, plus d'intensité, ça prend plus d'intensité, mais ça prend une approche multimodale. Donc, nous, on continue de mentionner aux intervenants que l'approche multimodale pour les problèmes plus importants, elle est nécessaire. Okay? L'autre chose aussi, à l'école, c'est important de faire, vous avez dans votre programme national de santé publique des cibles sur les habiletés sociales. Les études montrent que ces programmes-là, quand ils sont faits de façon rigoureuse, où il y a un enseignement explicite, comme on le fait dans le genre de programme que vous avez ici, et qui sont faits par du personnel de l'école, on a une réduction sur les problèmes de comportement. Donc, on devrait maintenir ces programmes-là, mais on sait que si on a des enfants qui ont plus de difficultés, on devra ajouter des choses. Il y a eu des discussions aussi, est-ce qu'on devrait, c'est très important ici, est-ce qu'on devrait maintenir le programme Floppy en santé publique ou programme Jeunes en difficulté? À l'heure actuelle, dans la plupart des régions du Québec, Floppy est en santé publique. Okay? Il y a des gens qui se sont dit, mais si on le passe en Jeunes en difficulté, on va pouvoir offrir plus d'intensité. Le problème, c'est que en santé publique, les enfants qui sont ciblés dans Floppy actuellement sont des enfants qui ont des problèmes de comportement, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une référence et les parents n'ont pas fait de demande d'aide. Alors, c'est des enfants qu'on récupère et on est en prévention. Et ce sont des enfants qui ont de la difficulté souvent à gérer leurs émotions et leurs comportements, puis qui ont des relations moins positives avec les pères. Ces trois éléments-là, c'est des prédicteurs importants de problèmes ultérieurs. Si on envoyait Floppy en jeunes en difficulté, on passerait à côté de cette clientèle-là. On ne serait pas en prévention parce que jeunes en difficulté visent des enfants qui ont des problèmes beaucoup plus importants et qui requièrent encore plus d'intensité. Et on a, pour ce programme-là, il faut penser à l'accessibilité. Les enseignantes me disaient, là, c'est difficile d'avoir accès à ce programme-là. Il faut remplir une tonne de papier, il faut attendre, il faut mettre les jeunes en liste d'attente. Alors, nous, on recommande vraiment que Floppy, qui est un programme de prévention ciblé pour les enfants qui ont plus de difficultés, mais universel pour les autres enfants, soit maintenu en santé publique. D'ailleurs, ça fait 28 ans que je soutiens l'implantation de Floppy. Ça, ce n'est pas un résultat de recherche que je vais vous donner, c'est plus l'expérience. On a des familles qu'on dépiste, c'est-à-dire des enfants qu'on dépiste, puis quand on arrive à domicile, on se rend compte que les problématiques sont lourdes. On est à la maternelle, puis on se dit comment ça se fait que les services sociaux ne sont pas passés là. On arrive à l'école, et ce qu'on voit, c'est des enfants qui ont échappé aux services sociaux parce qu'il n'y a plus de vaccination entre 2 et 4 ans. Et donc, les enfants viennent moins en CLSC, tout ça. Donc, il y a moins de chances de dépister, puis ils ne fréquentent pas les CPE. Alors, entre 2 et 4, là, il y a comme un trou où on a moins de possibilités de détecter ces familles-là. Et quand ils arrivent à l'école, en maternelle,
puis qu'on fait le dépistage floppy, bien, on se trouve des fois à dépister des familles qui auraient dû recevoir des services là, bien avant. Donc, l'entrée à l'école, c'est un bon moment là, pour dépister les familles. D'ailleurs, pour les dépister, on utilise un questionnaire là, très court qu'on donne aux parents et aux enseignants. Et le questionnaire de dépistage aux parents, il y a un taux de participation très élevé, autour de 90 %. C'est-à-dire que les parents retournent le questionnaire. Ça ne veut pas dire qu'ils participent à l'intervention. Des fois, ils vont nous dire qu'ils vont participer, mais c'est le même problème que dans tous les programmes, c'est l'idée de rejoindre les parents. Mais à part dans les milieux où ils ne maîtrisent pas la langue française, on a un taux de participation quand même assez élevé. Puis encore là, tu sais, récemment à Québec, là, cette année, j'avais une psychoéducatrice qui me disait finalement, les parents ne répondent pas beaucoup au questionnaire parce que moi, je donnais ces données-là, que c'était 90. Moi, je me rends compte que dans le milieu, les parents, ils ne répondent pas trop au questionnaire. Cette psychoéducatrice-là, elle a pris le téléphone, elle a appelé chacun des parents, puis ils ont complété le questionnaire. C'est des gens très démunis, puis elle a eu un taux de participation très élevé. Okay? Donc, l'entrée à l'école, c'est un moment, autant comme la naissance, qui est propice pour rejoindre les enfants. Donc, en ce moment, nous sommes en révision du volet familial, du volet ciblé, là, quand on va à domicile, mais on est en train de développer du matériel aussi pour rejoindre davantage les parents à partir du matériel qui est fait en classe. Parce que quand on développe du matériel, par exemple sur la gestion des émotions, quand on rencontre les parents, souvent, on va dire, bien, votre enfant, il y a beaucoup de conflits avec les autres, mais c'est parce que c'est difficile pour lui de gérer ses émotions. Puis on explique aux parents comme qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir leur enfant. Puis souvent, les parents vont nous dire, bien, moi, je trouve ça intéressant, ça, je n'ai pas pensé à ça, ou c'est ce que mon enfant fait, c'est ce que moi je fais aussi. Alors, il y a une façon de rejoindre peut-être les parents, des enfants qui sont moins en difficulté. Là, on est plus en prévention, on est en train de développer ce matériel-là. La forêt de l'alphabet, dans plus de 42, il y a une petite erreur, là, ici, 42 commissions scolaires du Québec. Donc, la forêt de l'alphabet a été évaluée de façon indépendante à Floppy. Puis elle démontre que en faisant ce type de programme-là à la maternelle, on réduit de moitié le nombre de moins bons lecteurs en fin de première année. Fait qu'on sait que les difficultés d'apprentissage, les difficultés de comportement sont liées. Alors, on continue de développer, d'améliorer ces programmes-là. Et on a MathMath aussi qui est en implantation dans une commission scolaire qui reçoit des enfants extrêmement défavorisés. Et on a des très bons résultats. Et ça va être disponible à l'automne 2018. Donc, on continue à développer différentes composantes qui viennent soutenir les enfants en difficulté et les familles plus démunies. Et naturellement, on souhaiterait que les milieux implantent aussi, poursuivent l'implantation de ce type de programme-là auprès des enfants plus en difficulté. Si vous regardez Montréal, on a fait 2 ans d'intervention. Ces années incroyables, c'est 1 année. Mais Fast Track, ils prennent des enfants qui sont ciblés au 95e rang centile, donc dans les enfants les plus difficiles, mais ils les suivent sur tout le primaire. Donc, une intervention plus intensive en maternelle, première, deuxième, troisième. On réduit un peu l'intensité de l'intervention en 4e, 5e, 6e. Puis, on est toujours en prévention. Mais on prend des enfants beaucoup plus en difficulté. Alors ici, il y a des études qui montrent que d'avoir 2 ans d'intervention plutôt qu'1 année, on a des meilleurs résultats. Donc, c'est un travail important aussi de l'implanter en première année. Nous, le Centre de psychoéducation du Québec aussi recommande plus pour le 2e, 3e cycle du primaire un programme du style de l'Allier qui a été évalué, qui donne des résultats qui est similaire à ce type de programme-là. Donc, on a la possibilité au Québec de pouvoir offrir des interventions de ce type-là du CPE jusqu'en 6e année. Donc, en conclusion, nous avons fait une étude d'effectivité avec une faible implantation du programme. C'est une intensité qui est plus faible que les autres programmes similaires. Donc, le message clair qu'on veut envoyer aux gestionnaires, c'est que réduire l'intensité du programme Floppy, ce n'est pas une bonne stratégie. Okay?
Naturellement, il faut trouver des modèles différents parce que les contraintes budgétaires puis de ressources humaines nous obligent à nous creuser la cervelle un peu pour voir comment on peut se rapprocher des meilleures pratiques pour que ça soit vivant sur le terrain puis qu'on arrive à faire cette intensité-là. Le programme Floppy contient plusieurs composantes reconnues efficaces pour contrer la violence et le décrochage. Il est largement diffusé. On a investi beaucoup de fonds publics. Depuis l'évaluation d'effectivité du programme, on a fait une révision importante des contenus. On travaille conjointement avec le milieu pour resserrer son implantation et on souhaiterait aller maintenant en évaluation d'efficacité. Ça veut dire que si on soumet le programme Floppy avec ses nouvelles composantes à une étude d'efficacité dans les meilleurs contrôles, est-ce qu'on aura de meilleurs résultats? C'est ce qu'on souhaite. Donc, on continue le travail d'évaluation puis de bonification du programme là, au cours des prochaines années, puis on continue de travailler avec les milieux. Voilà.